desert road from Vegas to nowhere, someplace better than where you've been. Did your car break down? No car. A single or a double room? Single? There's this woman checked in last night from Rosenheim. I don't know how dangerous she is. Stop. Bonjour et bienvenue dans cet nouvel épisode sur Bagdad Café, un film qui est sorti en 1988 et réalisé par Percy Adlon. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul car je suis avec mon papa qui a un lien particulier avec ce film, Bagdad Café. Bonjour et bienvenue, papa. Oui, bonjour, Taupol. Alors, nous allons parler de Bagdad Café. Je vais poser la question de quel film se ramener le plus à maman, parce qu'il y a un lien avec maman, évidemment, ce 4 juillet 2024. Nous allons fêter ses 60 ans. Et donc, on a choisi Bagdad Café. C'était un film qu'elle a beaucoup regardé ces derniers temps, avant qu'elle décède. Et donc, tu avais des choses à raconter sur le film, bien sûr. Oui. Et peut-être d'autres choses aussi en rapport avec Bagdad Café. Voilà, je trouve que c'est peut-être l'occasion, pour fêter les 60 ans, de parler de Bagdad Café et de parler aussi d'autres choses en rapport avec ce film, dont ton histoire aux États-Unis. Voilà. Alors, je pense que le film commence d'abord par une voiture et un couple en fait qui se déchire autour de cette voiture. Et ça m'a rappelé en fait ces grosses voitures américaines et un voyage que nous avons fait aux États-Unis en 1990. Où nous étions dans une de ces grosses voitures en plein désert et donc on le voit dans le film avec je dirais des parties un peu humoristiques avec cette voiture qui enfonce je crois une barrière ou quelque chose une publicité, quelque chose comme ça. Je me rappelle plus exactement, mais en tous les cas, nous, c'était plutôt, je dirais, une panne dans le désert qui nous a conduit à un mini lieu-dit, en fait, qui ressemblait étrangement à Bagdad Café. Ok. Et cette histoire-là, elle se rapproche vraiment de ce qui se passe dans le film. Parce qu'on ne va pas forcément raconter le film, mais dire notre rapport au film par rapport à Bagdad Café, qui a vraiment une histoire extraordinaire, incroyable déjà dans le récit, dans la narration, mais aussi en lien avec ce que toi tu as vécu propre à ton histoire aux États-Unis, cette histoire assez fabuleuse qui en fait pourrait être le remake de ce Bagdad Café des années 88. Oui. Alors déjà dans le film il y a une couleur en fait, la couleur du désert américain, une couleur ocre un peu rouge. Et donc c'est aussi ce qu'on a vécu en plein désert de l'Arizona. Je pense que Bagdad doit être un petit peu plus au sud que l'endroit où nous étions. Nous étions autour d'une ville qui s'appelle Moab, mais j'irai à 30 km en plein désert de cette ville. Et notre voiture est tombée en panne en fait en haut d'une immense côte. Et le moteur ralentissait progressivement. Et finalement, nous avons atteint le haut de cette côte, de ce petit sommet de colline. Et l'autoroute s'étendait à perte de vue, en fait, en plein désert. Et la voiture est redescendue péniblement et on a quitté l'autoroute sur une petite bretelle de l'autoroute pour arriver dans un endroit qui ressemblait étrangement à Bagdad Café, c'est-à-dire juste une station-service et rien d'autre. Alors même pas un motel comme dans Bagdad, mais il y avait vraiment que la station-service. Parce que toi, tu l'as vu après être allé aux États-Unis, Bagdad Café, ou tu avais connaissance qu'il existait ce film-là qui parlait de l'Amérique profonde. Il date de quelle année ce film ? 1988. 1988. Alors il est possible qu'on l'ait vu avant, puisque en fait nous sommes allés aux États-Unis en 1990. Mais je me rappelle plus exactement. Soit on l'a vu juste avant ou juste après. En tous les cas, dès qu'on a vu le film, évidemment, et qu'on de retour des États-Unis, forcément, on a fait le lien entre le film et notre histoire.
parce que il existe plein d'autres films sur les États-Unis, j'imagine, des années 80. Rain Man, par exemple, est sorti en 88 aussi. Oui. Mais pour toi, tu dirais que Bagdad Café, ça représente vraiment cette Amérique qu'on connaît peu en France, des États-Unis, cette Amérique vraiment très, on va dire, enclavée, très, parlais de désert, mais très désertique, en fin de compte, celle qui est un peu... parce que l'Amérique, c'est évidemment énorme, c'est gigantesque, et toi, tu trouves que ce Bagdad Café représente bien l'Amérique que tu as connue, de ce voyage, de ce périple aux États-Unis. Oui. Il y a une grande différence entre Rain Man et Bagdad Café, c'est que Rain Man est centré sur le personnage joué par Dustin Hoffman et son frère et sa petite amie. Et donc c'est eux qui voyagent à travers les États-Unis, mais on n'a pas un contact, je dirais, approfondi avec des gens, des Américains au cours de ce voyage. Hein, c'est vraiment centré sur les trois personnages. Alors que dans Bagdad Café, en fait, petit à petit, de façon très intime, en fait, on arrive à prendre contact avec les vrais Américains de l'Ouest, des Américains, je dirais, comme on peut en rencontrer aux États-Unis et que nous avons rencontrés. Par exemple, nous sommes arrivés un jour dans un camping dans l'Oklahoma, et en pleine nuit, et puis le patron de l'hôtel nous a allumés avec ses phares et nous a aidés à nous installer le temps qu'on plante notre tente, et le lendemain matin on était accueillis au petit déjeuner avec eux. On est resté pendant 2 heures à discuter et ils nous ont donné des noix de cajou. La femme était peintre, elle nous a offert un de ses tableaux. Enfin, vraiment une générosité incroyable et une humanité incroyable. Et c'est ce qu'on ressent dans le personnage principal Brenda, qui est dans le film Bagdad Café. En fait, c'est une femme forte qui derrière, je dirais, un premier aspect un peu rude, a une très grande sensibilité. Et c'est souvent le cas des Américains de l'Ouest, des Américains de la campagne profonde, en fait, qui ont une vie quelquefois un peu dure, donc premier abord peut être un peu rude, et puis qui peuvent se laisser toucher, en fait. Oui, parce que dans Bagdad Café, c'est l'histoire de femmes, de Brenda et de Jasmine, qui sont deux personnages par leur caractère diamétralement opposé, une Allemande et une Afro. Donc c'est vrai que ces deux personnages-là ne devraient pas en principe se rencontrer et du moins ne pas s'apprécier en fait. Oui, tous les opposent en fait, leur tradition, leur mode de vie. On voit que l'Allemande est très... Jasmine est très un peu la caricature de l'Allemand qui aime la propreté, qui aime les choses bien en ordre, et Jasmine est tout le contraire en fait, qui se laisse déborder par la vie et qui maintient tant bien que mal son commerce, et qui n'est plus aidée par son mari, et donc on est à milieu du caractère de Jasmine, quoi. Mmh. Toi, tu as rencontré des personnes comme ça aux États-Unis ou dans des motels ou je ne sais quoi dans ton voyage aux États-Unis, parce que tu n'es pas allé qu'une fois aux États-Unis, je crois, tu es allé plusieurs fois. Oui. Après, entre l'Est et l'Ouest, évidemment. Oui. Mais tu n'as fait qu'une fois le grand voyage qui s'inspirait de Bagdad Café, en tous les cas de... Je l'ai fait 3 fois. Donc j'ai eu 3 expériences comparables. Mm. Et c'est... Et tu disais trois fois différentes, mais tu n'as pas revécu ce Bagdad Café à chaque fois, quand même. Si? Des voitures qui tombent en panne, le désert. Non, là vraiment qu'une seule fois, oui, effectivement. Mais cette fois-ci, parce que tu as dit que tu as fait 3 fois, mais tu étais des fois tout seul quand tu es allé aux États-Unis. Tu n'as pas été toujours accompagné. J'étais 2 fois avec Patricia, mon épouse, et une fois avec des amis, des étudiants amis. Donc on était 5 à faire le voyage, 7 à un moment donné. Et donc effectivement, quand on est très nombreux, on a moins le contact en fait avec les Américains. Mais
mais on a eu quand même des expériences assez étonnantes, comme ce vieux monsieur qui avait plus de 80 ans et qui tenait un hôtel à San Francisco et qui était d'une extrême gentillesse. Ou ce monsieur aussi, très vieux monsieur, qui en plein San Francisco nous voit gravir péniblement une rue qui, vous savez, qui est très en pente en fait à San Francisco. Et donc on était en train de s'essouffler en fait à gravir cette rue, et il s'est mis en travers de nous et a mis les mains sur les hanches, et puis il nous a dit « Where do you come from ?» Donc d'où est-ce que vous venez et puis on a engagé la conversation pendant presque 1 heure. Donc ça c'est typiquement américain, où cette jeune femme qui avait un tailleur et qui était extrêmement chic, et qui avait des baskets, et qui sortait de son travail à Chicago, et qui était visiblement pressé, mais qui a vu que nous étions un peu perdus dans la ville, et qui s'est arrêté pendant au moins un quart d'heure à nous faire lire le plan qu'on avait déplié, et nous expliquer par où il fallait trouver notre chemin. Si tu dirais que les gens aux États-Unis ont tendance à être chaleureux, tu m'as dit qu'ils sont chaleureux, mais plus superficiellement. Si tu creuses, ça dépend en fait des personnes. On est moins dans le côté profond en France, mais est-ce que par rapport à Bagdad Café, par rapport à aujourd'hui, et par rapport à ce que toi tu as vécu, est-ce qu'il y a des différences notables aujourd'hui, ou il y a des différences que toi tu ressens? Parce que toi tu n'es pas retourné aux États-Unis depuis un moment, donc... Oui, il y a des grandes différences entre l'esprit européen et l'esprit américain, et donc c'est pas toujours facile en fait de se lier avec des Américains. Donc ça peut être tout l'un ou tout l'autre, c'est-à-dire ça peut être aussi bien une première rencontre chaleureuse, mais après on se rend compte qu'on ne peut pas aller tellement plus loin, qu'il n'y a pas de... c'est un petit peu superficiel. Et tout l'inverse, où on a un contact immédiat et très chaleureux qui va progresser et qui va aller beaucoup plus loin. Je voulais revenir par rapport à ce que tu m'avais dit, ce que tu t'as dit juste avant sur l'histoire de la peinture. Oui. Dans Bagdad Café, il y a un peintre, Oui. d'ailleurs. Oui, tout à fait. Il y a un monsieur, je ne sais pas de quelle tribu il est, mais il est amérindien. Oui. Et un peu on va dire le cliché des Amérindiens, peut-être aux États-Unis, mais en tous les cas, lui, je ne sais pas du coup de quelle tribu il est, mais en tous les cas, il peint, lui. Oui. Et il peint, du coup, Jasmine. Mais du coup, est-ce que c'est assez propre aussi par rapport à ce film, ou tu me l'as dit un peu comme ça, ou il n'y a pas de lien en soi? Il n'y a pas de lien. Alors moi, j'ai vécu quelque chose aussi d'assez étonnant, une deuxième panne dans un camping où ma voiture était en panne, et où Patricia en fait a engagé la conversation avec un Indien Hopi de la tribu des Hopis, qui était un homme d'une très grande sagesse, qui connaissait sa culture de façon très approfondie. Alors je ne sais plus, il n'était pas peintre lui, mais il était aussi artiste, et donc c'était vraiment passionnant de l'écouter. Oui, je pense que en fait les Native Americans, comme on les appelle, donc les Indiens d'Amérique, en fait, sont des gens qui ont une culture toujours vivante, et qui peuvent nous apprendre beaucoup en fait sur notre relation avec la nature, avec les arts. Voilà. C'est un autre type d'Américain. Et donc la rencontre aussi dans Bagdad Café avec cet Indien d'Amérique qui est peintre, qui est plein de sensibilité, de délicatesse en fait, et ça c'est la rencontre avec Jasmine, donc qui est assez fabuleuse dans ce film. Mais le film Bagdad Café traite en fait d'une amitié, mais au-delà de cette amitié, c'est un film qui montre aussi les États-Unis, l'Amérique profonde. Évidemment, cette Amérique qu'on connaît peu, parce que nous, on a en tout cas, à un moment donné, en France, on avait ce fantasme beaucoup avant le rêve américain, mais les États-Unis, on a toujours cette image-là, la liberté et tout. On voit que ces derniers temps, c'est pas trop ça, avec les élections qui vont avoir lieu en novembre,
c'est encore moins ça. Mais par rapport à cette Amérique profonde, tu trouves que Bagdad Café s'en sort plutôt bien, très bien, par rapport à ce... C'est pas trop cliché par rapport à ce que toi tu as vécu. Non, c'est exactement ça. C'est quand on va dans ces motels ou cafés sur le bord de la route et qu'il y a tous ces camions, ces énormes camions avec ces chauffeurs de poids lourds en fait qui viennent boire un verre ou qui viennent manger. C'est typiquement ça en fait. Ouais. On parlait des Native Americans. Ça fait partie aussi de l'Amérique profonde, en fait, de cette Amérique que peu de gens connaissent. En fait, on va aux États-Unis voir la capitale, voir l'Est ou l'Ouest, mais on peut faire la route, mais ce sont les rencontres qui diffèrent des voyages de chacun. Toi, tu as eu la possibilité avec maman de voir Hopi, mais tu as vu aussi d'autres tribus aussi. Tu Les m'as dit Navajo, Navarro, les les Cherokees. Cherokees, oui. Et tu as des choses à dire, même si c'est pas. Je sais pas quelle est la tribu, le personnage qui est représenté dans Bagdad Café, mais en tous les cas, il fait certainement partie d'une des tribus, en tous les cas. Mais par rapport à toi, tu as parlé des Hopis, mais peut-être des choses à dire sur les Cherokees, les Navarros, parce que peu de gens en France, en fait, connaissent très bien cette partie-là des États-Unis. Alors le cliché évidemment c'est Monument Valley, c'est l'endroit où il y a ces grands pitons rocheux rouges qui sont situés sur la réserve des Indiens Navarros, qui sont des Indiens qui vivent du tourisme. Donc le premier contact est surtout un contact touristique. Donc c'est assez difficile de les approcher, mais nous avions, quand nous étions dans cette région des Navarros, en fait, on avait voulu voir vraiment quelle était la vie de ces gens. Et en fait, on avait trouvé un restaurant qui était un restaurant Navarro dans la tribu indienne, dans la réserve indienne, et on est allé déjeuner dans ce restaurant en fait typique où on a mangé du mouton bouilli avec des haricots dans une espèce de soupe en fait. Et il n'y avait que des Navarros dans ce restaurant. Et on a vu un énorme Navarro, vraiment hyper musclé, torse nu, qui est rentré dans le restaurant et qui faisait presque peur parce qu'il était géant et très large et qui s'est assis à une table tout près de nous. Donc c'était très impressionnant. Mmh. Mais c'est vrai que là c'était bien pour les voir, pour observer voilà, leurs coutumes, leur façon de manger, etc. Mais c'était difficile d'engager une conversation. On se faisait un petit peu petit dans ce restaurant. Oui, parce que tu disais que maman avait plus d'affinité avec les Hopis. Elle parlait avec un Hopi quand il y avait eu pas cet accident, mais cette panne. Oui. Et je pense à l'instant, ça n'a rien à voir avec Bagdad Café, mais dans Lucky Luke, on représente les Indiens avec un totem, avec des plumes, tout ça. Un peu le cliché des Amérindiens, mais toi, tu as des souvenirs ou des anecdotes sur certaines tribus ou comment on arrive à différencier un Cherokee d'un Navarro, Est-ce qu'ils habitent au même endroit? Est-ce qu'ils sont placés Non. en fonction de... Ils habitent à des endroits très différents en fait. Il y a quelques endroits où il y a éventuellement deux tribus qui se côtoient, qui sont proches, mais en général c'est des tribus assez éloignées les unes des autres. Donc on a été dans le territoire des Sioux, dans la région des Badlands, le parc national des Badlands, là où on trouve beaucoup de bisons et de chiens de prairie. On est allé dans la réserve Navarro, c'est plutôt dans la région de l'Arizona. Les Hopis sont pas très loin non plus. Et puis il y a beaucoup de restes de maisons troglodytes en fait dans la région des Hopis. Les Cherokees eux sont complètement à l'opposé, ils sont pas dans l'ouest, ils sont dans l'est en fait, tout près de la Caroline du Nord, dans les Appalaches. Donc, et eux vivent à 100% du tourisme, ils sont beaucoup plus riches en fait, ils sont beaucoup plus intégrés dans la vie américaine classique.
J'ai tendance à repenser au Hopi à qui maman parlait. En tout cas, c'est plutôt maman qui allait parler au Hopi. Je sais pas trop. Mais en tout Oui, cas, c'est elle qui engageait facilement la conversation parce que avec les gens. ça a duré combien de temps cette panne et elle a parlé combien de temps Ça a duré entre 1 et 2 heures, je ne sais pas, je pourrais pas dire, mais ça a été assez long, oui. Oui, parce qu'il faut aussi souligner qu'elle était professeure des écoles. Oui. Donc, elle avait tendance à parler beaucoup. Moi, je tiens de ça de maman, ouais. du coup, de parler beaucoup. Mais elle, comment tu dirais qu'elle avait... parce qu'elle a connu, évidemment, ce qu'elle a fait avant, et puis avec sa maladie, elle a beaucoup regardé aussi. C'est un film qu'elle remettait, qu'elle connaissait aussi. Mais tu penses, toi, de ton point de vue, quel était son rapport avec le film? C'est ce qui se rapprochait le plus de ce qu'elle a vécu aux États-Unis, parce que elle est aux États-Unis aussi dans sa jeunesse, en tout cas, Ouais, ouais, quand elle était adulte. ouais. Donc je sais pas, toi, comment tu vois Bagdad Café par rapport à elle et ses souvenirs des États-Unis. Alors, quelque chose qui l'a marqué, je pense, et qui lui faisait vraiment plaisir, c'était ces petits restaurants où on allait prendre un petit déjeuner américain, où il y avait le faux sirop d'érable sur la table et où on mangeait des pancakes et on prenait du café, le fameux café qui n'est pas fort du tout. Donc tout ce que n'aimait pas Jasmine et il y a beaucoup d'allusions au fameux café, au percolateur qui ne marche pas dans Bagdad Café. Et ça, c'est vraiment le café américain. Donc, Patricia aimait beaucoup ce café très léger et servi avec des pancakes, du sirop d'érable, du bacon, des œufs, des french fries, etc. C'est vraiment ça qui l'a marqué. Donc, on retrouvait cette ambiance dans Bagdad Café. C'est-à-dire qu'on voit Jasmine qui vient prendre son petit déjeuner. C'est toujours le meilleur repas de la journée, comme disait Patricia. Donc c'est aussi quelque chose, un repas qu'on n'a pas en France, en fait. Le petit déjeuner est souvent bâclé et vite fait et ne comprend pas grand-chose, en fait. Aux États-Unis, c'est un vrai repas et c'est un vrai repas convivial. Donc je pense que ça l'a beaucoup marqué dans le film. Oui, parce qu'en fait, pour eux, c'est important de déjeuner parce qu'en fait, ils mangent très peu le midi. En fait, c'est assez rapide. Oui. Par rapport à nous, on a des repas où ça dure en longueur et Oui. eux, ils mangent peu le midi. Mais tu disais l'importance du petit déjeuner par rapport à maman. Elle disait que c'est son repas le plus important. Et elle disait aussi, j'ai besoin de mon café. Je vais pas remettre en lien le café tu fais du bon café dans Il était une fois dans l'Ouest. Mais ce café-là, elle le retrouvait au McDonald's, par exemple. Oui. C'était un café qui était pas du tout fort. Oui. Donc, parce que vous aimez plutôt le café Maragogi, un café qui est plutôt léger. Oui. Mais par rapport à Jasmine, tu disais, par rapport à ce café-là, mais en soi, ça s'appelle Bagdad Café, mais c'est quand même un motel qui n'a pas de café. En fait, ça marche pas. Oui. Et que c'est Jasmine qui ramène son espèce de je sais pas comment ça s'appelle, de café un peu à camping. Oui. Donc elle ramène ça et c'est son café. Et on voit la différence entre les Américains qui adorent le café léger et elle qui adore le café corsé comme les Européens. Oui. Donc c'est par rapport au café, maman à l'époque où toi vous aimiez plutôt le café fort comme en Europe et que après quand vous étiez allés aux États-Unis vous êtes plutôt tourné vers un café plus léger ou vous étiez déjà de base un café plus léger Non, c'est vrai qu'on aimait le café plutôt fort. Et en fait, c'est ça l'apport des voyages, en fait. Eh bien, plus de 30 ans après, on a continué à prendre le café comme aux États-Unis, c'est-à-dire un café léger. Donc, on revient de voyage avec des comportements qui changent. Et c'est un petit peu aussi ce qu'on voit avec cette femme, Jasmine, qui est allemande, mais qui va progressivement, en fait, aimer cette vie américaine et finalement vouloir y rester. Oui, parce que dans ce film-là, il y a deux couples, en fin de compte, Oui. qui se déchirent, qui se Oui. délitent. Et c'est en fin de compte plus l'histoire de deux femmes, Oui. du coup, dans le film. Et c'est un film, je le disais au début, qui parle d'amitié. Et c'est vrai qu'il y a peu de films qui parlent d'amitié, en fait. Il y a beaucoup de films qui parlent d'amour. On sait aussi que l'amitié et l'amour sont assez liés quand même. Mais moi, je n'ai pas beaucoup de films, en tout cas de films dits américains, de films occidentaux qui traitent de l'amitié aussi bien. Et je trouve que ça manque. C'est pour ça que je pense à l'amitié
le rôle important de l'amitié dans Le Petit Prince. Mais en gros, c'est vrai que cette amitié-là, on disait au début qu'elle était complètement folle, en fin de compte, des mentalités diamétralement opposées. Mais est-ce que tu dirais que qu'est-ce qui fait que ces deux se rapprochent? Est-ce que c'est le café? C'est ce café-là qui lie, pour la petite blague. Mais il y a beaucoup d'autres choses aussi qui les lient toutes les deux, qui sont quand même deux personnages qui ont rien à voir. Et qui en plus partent du même constat que ce sont deux couples qui se désintègrent. Oui, c'est ça en fait. Je pense qu'il est lié petit à petit. Et c'est qu'elles elles ont vécu en fait chacune une séparation de couple avec leur mari. Elles ont été déçues par leur mari et elles doivent affronter la vie toutes seules. Et elles vont se rendre compte que elles peuvent s'entraider. Et c'est là que naît cette amitié. Je pense que c'est ça qui les a. Elles peuvent se comprendre puisque elles ont vécu quelque chose de différent, mais quand même un petit peu similaire. Oui, tu dirais quand même il y a des thématiques qui sont universelles en fin de compte. Oui, Elles viennent pas du même milieu, elles viennent pas du même pays, et en même temps elles se comprennent parce qu'elles vivent ce couple qui se délite, et en même temps d'autres choses aussi qui les rapprochent en fait, qui malgré qu'on dit que les opposés s'attirent, et du coup pour le coup ça a un oui, sens en fait, oui. comme pour Brenda Et elles pour Jasmine. s'apportent mutuellement ce qu'elles n'ont pas chacune. Par exemple, Jasmine n'a pas d'enfant. Et Brenda a plusieurs enfants. Et même un petit enfant. Et donc, Jasmine va donner son affection aux enfants de Brenda. Comme si c'était ses propres enfants. Hmm. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui renforce leur lien. Hmm. On va bientôt terminer, mais Bagdad Café, aujourd'hui, il a une place importante pour toi, j'imagine. Et est-ce que toi, ça te donne envie de retourner aux États-Unis? Parce que ça fait très longtemps que tu n'y es pas retourné, évidemment. Donc, est-ce que cette partie des États-Unis montrée, décrite dans Bagdad Café, te manque? Et si oui, est-ce que toi, tu voudrais retourner aux États-Unis, sachant que, évidemment, aujourd'hui, c'est complètement différent, bien sûr. Oui, j'aimerais beaucoup y retourner, oui, c'est vrai. Ça me manque un peu, oui, c'est vrai. Bon, j'y suis allé 6 fois aux États-Unis dans ma vie, donc j'ai un lien particulier avec ce pays. Et effectivement, j'aimerais bien y retourner. Je voudrais dire aussi un mot sur ce film. En fait, ce film avec cette ambiance particulière, cette couleur en fait de la terre rouge, jaune, et qu'on retrouve un peu en France d'ailleurs dans un village comme Roussillon par exemple dans le Vaucluse. Et j'ai toujours cette attirance pour ces paysages-là. Ces paysages minéraux, mais qui sont aussi chaleureux, parce qu'il y a cette couleur chaude en fait. Et aussi dans ce film, c'est aussi la musique qui est un petit peu lancinante, hein, cette voix magnifique. Tu Et, parles de la musique Calling You, c'est ça? oui, Oui. oui. Donc c'est une musique envoûtante en fait. Et quand je pense au film, il y a une certaine nostalgie de l'Amérique. C'est ses voix aussi, c'est le jazz, c'est cette musique. Bon, je me rappelle aussi la Nouvelle-Orléans où j'étais pendant le festival de jazz. Donc c'est la musique américaine, le jazz, ces voix magnifiques. C'est aussi ça, aussi une certaine nostalgie de ce pays. Ok, bah merci. Toi, comment tu pourrais le résumer, le film, en quelques mots, et à la fin, est-ce que tu le conseillerais de le voir pour peut-être vouloir aller aux États-Unis plus tard? Le résumé en quelques mots, eh bien, c'est l'histoire d'un motel en fait qui se trouve en plein désert du sud des États-Unis, et de la rencontre en fait entre deux femmes qui n'auraient jamais dû se rencontrer en fait, une Allemande et
et une américaine, afro-américaine, qui toutes les deux perdent leur mari qui les quitte et qui vont, que tout oppose au départ, et qui vont finalement lier cette amitié avec aussi tout un ensemble de personnages autour de ces deux personnages principaux qui vivent dans le motel et qui sont aussi très attachants, qui sont tous différents, y compris ce monsieur qui est amérindien et qui est peintre. Et vraiment, c'est toute cette histoire de relations humaines sur fond de désert, couleur jaune, orange, et puis avec cette musique extraordinaire. Et donc tu le conseillerais pour les gens qui veulent peut-être te rencontrer? Je le conseille fortement, oui. Ok, super, merci. Pour cette fin de vidéo, cette fin plutôt de duo de podcast, donc vous pouvez me retrouver dans la description sous le nom de Chant contre Chant, sur mon Instagram, sur Letterboxd, sur Sens Critique. Et moi, je te remercie, papa, d'avoir participé à cet épisode qui a un lien particulier, une résonance particulière pour le 4 juillet, pour fêter les 60 ans de maman. Et je sais que c'était un film qui portait dans son cœur, donc merci beaucoup d'avoir voulu participer à Bad Dead Café épisode, voilà, le premier du nom pour cette partie, on va dire, anniversaire. Donc voilà, merci beaucoup. Merci. Et j'en profite aussi pour faire allusion à Illis Reconnu ou Jean-Baptiste ou JB, voilà, qui a vu ce film avec nous, qu'il avait jamais vu, et qui a trouvé que les images étaient incroyables. Donc vous pouvez aussi aller voir sa review, sa critique, son avis, pareil sur son Letterboxd, je le mettrai aussi. Voilà, mais en tous les cas, je trouve que c'est un film qui a le mérite d'être plus connu. Voilà, merci beaucoup. Merci. Ah.